Hélène ajuste une dernière fois sa robe noire devant le miroir de l'entrée. Cette robe, elle l'a économisée pendant 3 mois, travaillant des heures supplémentaires comme secrétaire dans un petit cabinet d'avocats de Montparnasse. Chaque euro compte dans leur modeste appartement du 15e arrondissement. Le tissu satiné glisse sous ses doigts, doux et élégant, symbole de ses sacrifices pour s'intégrer dans le monde bourgeois de sa belle famille. Thomas l'embrasse distraitement sur la joue, les yeux rivés sur son téléphone. Il porte un costume Hugo Boss, cadeau de son frère Pierre pour sa récente promotion au barreau de Paris. L'écart social entre les deux frères ne cesse de se creuser, laissant Hélène dans une position inconfortable de femme de condition modeste, épousant un homme aux ambitions grandissantes. La villa de Pierre et Margot dans le 16e arrondissement impressionne toujours Hélène. Pelouse parfaitement entretenue, portail électrique, voitures allemandes garées dans l'allée circulaire. Comment Pierre, simple commercial en assurance, peut-il s'offrir un tel luxe? Cette question traverse l'esprit d'Hélène chaque fois qu'elle franchit ces grilles dorées qui séparent 2 mondes. Margot les accueille depuis le seuil, un sourire figé aux lèvres. Son regard descend lentement sur la tenue d'Hélène, et son visage se décompose progressivement. Elles portent exactement la même robe, la même coupe ajustée, le même tissu satiné, les mêmes manches 3/4. L'ironie du sort transforme cette soirée mondaine en cauchemar social. Le salon résonne des conversations feutrées d'une dizaine d'invités. Femmes élégantes aux bijoux discrets, parfums de luxe, sacs de créateurs posés négligemment sur les fauteuils de cuir beige. L'atmosphère se glace instantanément quand Margot élève la voix, pointant un doigt accusateur vers sa belle-sœur. « Tu oses porter la même robe que moi? Sors d'ici, paysanne. » Le silence tombe comme une chape de plomb. Les conversations s'arrêtent net. Toutes les têtes se tournent vers Hélène, qui sent ses joues s'empourprer sous le poids des regards moqueurs et gênés. La gifle claque dans le salon, sèche, humiliante, devant 10 femmes médusées. La joue d'Hélène brûle, mais c'est son cœur qui se brise en 1000 morceaux. Les invités échangent des regards complices. Certaines esquissent des sourires cruels, savourant ce spectacle d'humiliation publique. Thomas filme la scène avec son portable, un sourire amusé aux lèvres. Il ne bronche pas, ne défend pas sa femme, trahissant ainsi les vœux de mariage prononcés il y a 5 ans. Au contraire, il semble savourer ce moment de pouvoir social, cette distance qu'il peut enfin marquer avec ses origines modestes incarnées par sa propre épouse. Margot pousse Hélène vers la porte d'entrée, sous les ricanements étouffés des invités, qui trouvent dans cette scène un divertissement inattendu. L'humiliation sociale devient spectacle, transformant Hélène en bouc émissaire de leurs propres frustrations et complexes de classe. Hélène ramasse son sac à main tombé au sol. Ses mains tremblent, mais quelque chose d'étrange se passe dans son regard. Une lueur froide, déterminée, remplace peu à peu les larmes de honte. Cette transformation subtile passe inaperçue, mais elle marque un tournant crucial dans son existence. Elle se redresse lentement, retrouve sa dignité bafouée et fixe Margot droit dans les yeux avec une assurance troublante. « Profitez bien de la soirée. » Ces mots, prononcés d'une voix d'un calme inquiétant, glacent l'atmosphère. Il y a quelque chose de menaçant dans ce contrôle. Quelque chose qui ne correspond pas à la femme soumise que tous croient connaître. Hélène sort de la villa sans se retourner. Ses talons clagnent sur le gravier de l'allée, avec une détermination nouvelle. Dans sa voiture, elle reste immobile quelques instants, les mains sur le volant, digérant cette humiliation qui vient de changer le cours de sa vie. Puis elle sourit. Un sourire étrange, presque inquiétant. Demain tout va changer. Que cache ce sourire mystérieux d'Hélène? Pourquoi ce calme soudain après une telle humiliation? De retour dans leur appartement du 15e arrondissement, Hélène referme doucement la porte derrière elle. Thomas est resté chez son frère, savourant probablement sa vidéo avec les invités. Le silence de ces 3 pièces modestes contraste cruellement avec le luxe de la villa qu'elle vient de quitter. Papier peint défraîchi, parquet qui grince sous ses pas, radiateur qui peine à chauffer correctement l'hiver venu. Elle retire ses chaussures à talons, ses escarpins achetés d'occasion sur un marché aux puces de Montreuil, et s'effondre sur le canapé en tissu élimé. Les larmes coulent enfin, librement, sans témoin pour juger sa faiblesse. Cette gifle résonne encore dans sa tête, mais c'est le sourire de Thomas qui la blesse le plus profondément. Son propre mari, filmant son humiliation comme un divertissement.
Les souvenirs affluent, douloureux et précis. Elle avait 16 ans quand ses parents sont morts dans un accident de voiture sur l'autoroute A6 en revenant de leurs vacances en Bourgogne. Une famille ouvrière de Belleville, sans épargne, sans héritage. La DASS l'avait placée dans un foyer de la banlieue Est où elle avait appris l'art de survivre avec peu, de ne jamais se plaindre, de sourire malgré les larmes. Thomas, elle l'avait rencontré à 20 ans, lors d'une soirée étudiante à la Sorbonne. Lui, brillant étudiant en droit issu de la bourgeoisie parisienne, elle, petite secrétaire du soir qui économisait chaque centime pour suivre des cours de comptabilité par correspondance. Il l'avait séduite avec ses grands discours sur l'égalité sociale, ses promesses d'un amour au-delà des classes. Pendant 7 ans, elle avait tout sacrifié pour lui, multipliant les heures de ménage dans les bureaux de la Défense, les babysitting dans les beaux quartiers, les remplacements de dernière minute dans les cafés de Montparnasse. Chaque euro gagné alimentait le rêve de Thomas, finir ses études, passer le barreau, s'installer comme avocat. Elle vivait de pâtes et de conserves pour qu'il puisse déjeuner au restaurant universitaire avec ses amis de bonne famille. Leurs premières années de mariage avaient confirmé ce schéma. Thomas gravissant l'échelle sociale, Hélène restant dans l'ombre, fidèle secrétaire d'un petit cabinet juridique spécialisé dans les divorces conflictuels. Ironie du sort, elle tapait toute la journée des requêtes de séparation, des partages de biens, des pensions alimentaires, sans jamais imaginer que son propre mariage suivrait peut-être cette voie. Ce soir, quelque chose a basculé définitivement. Cette humiliation publique a révélé la véritable nature de Thomas. Son mépris latent pour ses origines modestes, sa honte de l'avoir épousé. Elle se souvient maintenant de tous ces petits signes qu'elle avait choisi d'ignorer. Ses remarques sur sa façon de tenir ses couverts, ses corrections constantes de sa grammaire, ses excuses embarrassées quand il la présentait à ses collègues. Hélène se lève et se dirige vers leur chambre. Dans la table de nuit, sous une pile de magazines féminins qu'elle n'achète jamais, mais que Thomas lui offre parfois, elle trouve ce qu'elle cherche. Le téléphone portable de son mari, oublié dans sa précipitation à filmer son humiliation. Les messages s'affichent sans code de protection. Thomas a toujours été négligent avec la technologie. Les premières conversations la glacent. Sa collègue Véronique, avocate dans le cabinet prestigieux où il vient d'être embauché, échange avec lui des messages qui ne laissent aucun doute sur la nature de leur relation. « Mon chéri, quand vas-tu enfin divorcer de cette petite secrétaire ? Papa peut t'aider financièrement pour les procédures. Nous pourrions nous marier l'été prochain dans la propriété familiale en Normandie. » La réponse de Thomas achève de briser le cœur d'Hélène. « Patience, ma belle. Je prépare le terrain. » Après cette humiliation chez Pierre, elle acceptera plus facilement la séparation. Qui voudrait rester mariée à quelqu'un qui se fait gifler en public ? Hélène lâche le téléphone, qui tombe sur le parquet avec un bruit sourd. Tout était calculé. Cette soirée, cette robe identique, cette humiliation filmée. Thomas et Margot avaient tout orchestré pour la pousser vers la sortie, pour justifier un divorce qui l'arrangerait socialement et financièrement. Mais Thomas ignore quelque chose d'essentiel. Un secret qu'Hélène garde précieusement depuis des années, par amour, par naïveté peut-être. Un héritage dont elle n'a jamais parlé, une fortune discrètement léguée par sa grand-mère maternelle qu'elle croyait morte depuis longtemps. Cette nuit-là, Hélène ne dort pas. Elle fouille dans le coffre métallique caché au fond de leur armoire, derrière les manteaux d'hiver. Les documents sont là, intacts, poussiéreux mais légaux. Acte de propriété, livret d'épargne, contrat de location. Une fortune considérable, soigneusement dissimulée. Demain, elle va changer le cours de sa vie, et celle de tous ceux qui l'ont humiliée. Quel est ce mystérieux héritage qu'Hélène cache depuis des années ? Comment va-t-elle utiliser cette arme secrète contre ceux qui l'ont trahie ? Le lendemain matin, Hélène se réveille sur le canapé, encore vêtue de sa robe froissée. Thomas n'est pas rentré de la nuit, probablement resté chez Pierre à savourer sa victoire sociale. Les documents étalés sur la table basse lui rappellent la décision qu'elle a prise dans l'obscurité. Il est temps de révéler la vérité. Sa grand-mère maternelle, Madeleine Rousseau, était loin d'être la modeste retraitée que tout le monde imaginait. Propriétaire discrète d'un petit empire immobilier parisien, elle avait légué à sa petite-fille unique un patrimoine considérable à sa mort il y a 3 ans. 5 appartements dans le 16e arrondissement,
2 dans le 7e, et cette villa somptueuse de Neuilly-sur-Seine, où vivent actuellement Pierre et Margot. Hélène se souvient parfaitement du jour où Maître Dubois, le notaire de sa grand-mère, l'avait contactée. Elle venait de se marier avec Thomas, rayonnante de bonheur. Quand elle avait découvert l'ampleur de cet héritage, une décision avait germé dans son cœur. Ne jamais en parler à son époux. Elle voulait être aimée pour elle-même, pas pour sa fortune. Une naïveté qui lui coûte aujourd'hui sa dignité. Pendant 3 ans, elle a joué le rôle de la petite secrétaire modeste, payant discrètement les frais de la villa que Pierre et Margot croient louer à un mystérieux propriétaire anonyme. Les revenus locatifs des autres biens lui permettaient de vivre confortablement, mais elle préférait garder son emploi, sa routine, son apparence de femme ordinaire. À 9 heures précises, elle compose le numéro de Maître Dubois. Sa voix tremble légèrement quand elle prononce les mots qui vont tout changer. « Maître, je souhaite mettre fin au bail de la villa de Neuilly, avec effet immédiat. » Le notaire, homme de 60 ans habitué aux caprices de sa riche clientèle, ne pose aucune question indiscrète. Il confirme simplement les procédures légales, l'intervention de l'huissier, les délais de préavis réduits pour non-paiement des charges que Pierre ignore devoir régler. « Madame Hélène, puis-je me permettre de vous demander si vous souhaitez récupérer personnellement la propriété ou la remettre en location ? » « Je vais y réfléchir, maître. Pour l'instant, je veux simplement que les occupants actuels partent. » Après avoir raccroché, Hélène se prépare un café dans leur petite cuisine. Ses gestes sont méthodiques, presque rituels. Elle consulte ses autres comptes bancaires, ceux que Thomas n'a jamais vus, ses livrets d'épargne alimentés par les loyers mensuels de ses propriétés. 2 300 000 €. Une somme qui la rend indépendante à vie, libre de tous les Thomas de cette terre. Son portable sonne. Margot. Hélène laisse sonner 1 fois, 2 fois, avant de décrocher avec un calme olympien. « Allô Margot. Hélène, il faut que tu viennes récupérer tes affaires que tu as oubliées hier soir. Et je voulais m'excuser pour... Enfin, tu sais, j'avais un peu bu, j'étais nerveuse avec mes invités, des excuses de façade, prononcées du bout des lèvres. Margot ne regrette rien, elle veut simplement éviter les complications familiales. Ne t'inquiète pas Margot. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Comment se portent tes invités ce matin ? Bien, je suppose. Pourquoi cette question ? Simple curiosité. J'imagine qu'elles ont apprécié le spectacle d'hier soir. Au fait, j'espère que tu profites bien de ta belle maison. Il y a quelque chose d'étrange dans le ton d'Hélène, une assurance nouvelle que Margot ne lui connaît pas. Cette dernière, troublée, préfère écourter la conversation. Pendant ce temps, Margot partage déjà la vidéo de l'humiliation sur ses réseaux sociaux, accompagnée d'un commentaire méprisant. Quand on n'a pas les moyens de s'habiller correctement, on évite les soirées entre gens de qualité. La publication récolte rapidement des dizaines de réactions moqueuses de ses amies bourgeoises. Hélène découvre cette publication grâce à une notification sur son propre compte. Au lieu de la blesser, cette nouvelle attaque la galvanise. Margot vient de commettre une erreur majeure, rendre publique une humiliation qui va se retourner contre elle de façon spectaculaire. Elle rédige un message bref à l'attention de Maître Dubois. Procédure d'expulsion confirmée. Maximum de publicité légale autorisée. Dans quelques heures, quand l'huissier sonnera à la porte de la villa, Margot découvrira que la petite secrétaire, qu'elle méprise tant, est en réalité sa propriétaire. Cette révélation, devant les voisins curieux du quartier huppé, sera plus humiliante que n'importe quelle gifle. Hélène sourit en reposant son téléphone. Pour la première fois depuis des années, elle se sent libre. Libre de montrer qui elle est, vraiment. À 14 heures précises, Maître Hubert frappe à la porte de la villa de Neuilly-sur-Seine. L'huissier, homme de 50 ans au costume impeccable, porte sous le bras une serviette de cuir contenant l'ordre d'expulsion qui va bouleverser l'existence de Pierre et Margot. Margot ouvre la porte en peignoir de soie, encore endormie après sa soirée arrosée. Elle s'attendait peut-être à recevoir une livraison de fleurs ou un colis de ses boutiques préférées des Champs-Élysées. Certainement pas à cet homme au regard sévère qui lui présente un document officiel marqué du sceau de la République française. « Madame Margot Leclerc ? Oui, c'est moi. Mais qui êtes-vous ? Maître Hubert, huissier de justice.
Je viens procéder à la signification d'un ordre d'expulsion concernant cette propriété. Vous avez 48 heures pour libérer les lieux. Le peignoir de Margot glisse légèrement de ses épaules. Elle fixe le document sans comprendre. Les mots dansent devant ses yeux. Expulsion? Propriété? Cette maison qu'ils habitent depuis 3 ans? Cette villa qu'ils considèrent tout comme leur royaume social? Il y a une erreur. Nous payons notre loyer rubis sur l'ongle. Mon mari Pierre travaille dans l'assurance. Nous sommes des locataires respectables. L'huissier déploie les documents avec la patience professionnelle de celui qui a l'habitude des dénis et des crises. Les actes de propriété sont formels. Hélène Rousseau, épouse Martin, est la légitime propriétaire de cette villa depuis 3 ans. Le bail qu'il croyait avoir signé avec une société de gestion immobilière anonyme était en réalité un arrangement temporaire, révocable à tout moment. Le propriétaire légitime souhaite récupérer son bien. Vous trouverez tous les détails dans cette signification. Pierre, alerté par les éclats de voix de sa femme, descend l'escalier en marbre 4x4. Il porte encore son pyjama de soie, ses vêtements de luxe achetés avec l'argent qu'il économise en ne payant pas le véritable loyer de cette propriété. Son visage blêmit quand il lit le nom inscrit sur l'acte de propriété. Hélène Rousseau? Mais c'est ma belle-sœur! L'huissier hoche la tête, impassible. Il a vu bien des drames familiaux se jouer autour des questions d'héritage et de propriété. Cette histoire de belle-sœur cachant sa fortune ne le surprend qu'à moitié. En effet, monsieur, Madame votre belle-sœur est la propriétaire de cette villa depuis le décès de sa grand-mère en 2021. Elle vous laissait l'occuper par générosité familiale. Cette générosité semble avoir pris fin. Margot s'effondre sur le canapé de cuir blanc, celui qu'elle a choisi chez Roche-Beaubois avec tant de fierté il y a 2 ans. Toute cette vie de luxe, ces réceptions mondaines, ce standing social qu'elle affiche sur Instagram, tout reposait sur la discrétion d'une femme qu'elle vient d'humilier publiquement. Les voisins commencent à s'attrouper derrière leurs haies parfaitement taillées. Dans ce quartier huppé de Neuilly, une visite d'huissier fait sensation. Les langues vont se délier dans les dîners bourgeois. Les réputations se construisent et se défont autour de ces scandales feutrés. Pierre tente désespérément de joindre son frère Thomas. Le téléphone sonne dans le vide. Thomas, occupé avec sa maîtresse Véronique dans un restaurant du 6e arrondissement, ignore ces appels répétés qui pourraient compromettre son rendez-vous galant. « Nous pouvons contester. Il doit y avoir un recours », s'écrie Margot, reprenant ses esprits. L'huissier range ses documents dans sa serviette de cuir. « Madame, les actes de propriété sont incontestables. Votre belle-sœur est dans son droit le plus strict. Je vous conseille de prendre contact avec elle pour négocier un délai supplémentaire, si toutefois elle y consent. » Une fois l'huissier parti, le silence tombe sur la villa comme un couperet. Margot réalise l'ampleur de sa bêtise. Cette vidéo qu'elle a postée hier soir, ses moqueries publiques, ses humiliations filmées, tout cela va se retourner contre elle avec la force d'un boomerang. Pierre compose le numéro d'Hélène d'une main tremblante. La sonnerie résonne longtemps avant qu'une voix d'un calme terrifiant ne réponde. « Allô Pierre. Hélène, il faut qu'on parle. Cet huissier, cette maison, je ne comprends pas. Qu'y a-t-il à comprendre, Pierre? Vous avez 48 heures pour libérer ma propriété. » Le ton glacial d'Hélène fait frissonner Pierre. Cette femme qu'il a toujours considérée comme une petite secrétaire effacée vient de révéler une facette de sa personnalité qu'il ne soupçonnait pas. « Mais enfin, Hélène, nous sommes de la famille. » « La famille ?» Le rire d'Hélène sonne étrangement à travers le combiné. « Hier soir, quand votre femme me giflait devant ses invités, étiez-vous préoccupé par les liens familiaux ?» Thomas débarque chez Hélène à 20h, le visage rouge de colère et d'incompréhension. Il a passé l'après-midi avec Véronique, dans un bistrot romantique de Saint-Germain-des-Prés, quand les appels paniqués de Pierre l'ont arraché à ses projets de divorce tranquille. Sa maîtresse n'a pas apprécié cette interruption brutale de leur rendez-vous galant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de maison? Pierre délire complètement. Hélène termine calmement de préparer son dîner, des pâtes aux légumes, le même repas frugal qu'elle s'impose depuis des années pour économiser. Cette simplicité volontaire prend aujourd'hui une dimension ironique qu'elle savoure pleinement. « Assieds-toi, Thomas. Nous devons discuter. » « Discuter de quoi? De tes mensonges? Comment peux-tu posséder une villa à Neuilly? Tu gagnes 1 400 € par mois. » Thomas s'effondre sur leur vieux canapé,
celui qu'ils ont acheté d'occasion chez Emmaüs il y a 4 ans. Le contraste entre leur modeste mobilier et la révélation de cette fortune cachée le déstabilise complètement. Son monde s'effrite sous ses certitudes sociales. Hélène sort de son sac les relevés bancaires qu'elle a imprimés dans l'après-midi. 2 300 000 € répartis sur plusieurs comptes. Les revenus locatifs mensuels dépassent largement le salaire annuel de Thomas, même après sa récente promotion. Voici la vérité que tu n'as jamais voulu voir. Depuis notre mariage, je possède 8 propriétés dans Paris et sa banlieue. L'héritage de ma grand-mère Madeleine. Thomas parcourt les documents, la bouche entr'ouverte. Les chiffres dansent devant ses yeux. Cette femme qu'il s'apprête à quitter pour épouser une avocate fortunée était elle-même richissime depuis des années. L'ironie de la situation le frappe comme une gifle. Mais pourquoi ? Pourquoi avoir caché tout cela ? Parce que je voulais être aimée pour moi-même, pas pour mon argent. La voix d'Hélène se brise légèrement sur ces derniers mots. 7 ans d'un mariage qu'elle croyait sincère, balayé par une vidéo humiliante et des messages découverts par hasard. Thomas se lève brutalement, fait les 100 pas dans leur petit salon. Sa colère cède progressivement la place à une panique calculatrice. Ce divorce qu'il planifiait avec Véronique devient soudain un désastre financier. Quitter une secrétaire modeste pour une avocate était socialement gratifiant. Abandonner une millionnaire pour une simple collègue relève de la stupidité pure. Hélène, ma chérie, il faut qu'on parle de nous, de notre couple. Le changement de ton de Thomas fait sourire amèrement Hélène. Cette tendresse soudaine, cette voix mielleuse qu'il réserve habituellement aux clients fortunés de son cabinet. Elle connaît cette facette manipulatrice de sa personnalité. Notre couple ? Tu veux dire celui où tu filmes mon humiliation en souriant ? Celui où tu planifies secrètement notre divorce avec ta maîtresse ? Thomas blêmit. Il avait oublié son téléphone à la maison hier soir, trop occupé à savourer sa petite vengeance sociale chez Pierre. Tu as fouillé dans mon téléphone ? Ton téléphone que tu as abandonné ici après m'avoir trahi. Véronique semble pressée de t'épouser. Sa famille normande, son héritage, vos projets de mariage l'été prochain. Hélène récite ces détails intimes d'une voix neutre, presque clinique. Chaque mot enfonce un peu plus Thomas dans sa propre hypocrisie. Ce ne sont que des conversations sans importance. Véronique fantasme. Thomas, arrête. J'ai déjà pris rendez-vous avec Maître Roussel pour entamer la procédure de divorce. Le nom de cet avocat réputé pour ses divorces de milliardaires achève de terrifier Thomas. Dans leur milieu juridique parisien, Maître Roussel est surnommé « l'écorcheur » pour sa capacité à obtenir des pensions alimentaires astronomiques. Hélène, soyons raisonnables. Nous pouvons sauver notre mariage. Comme Pierre et Margot ont essayé de sauver leur situation cet après-midi, ils ont proposé de racheter leur villa, 3 millions d'euros. Thomas s'arrête net. Cette somme représente 10 ans de son salaire d'avocat. Et alors ? J'ai refusé, tout comme je refuse tes excuses de dernière minute. Vous avez 48 heures pour libérer la villa. Toi, tu as le temps qu'il faudra pour accepter notre séparation. Hélène se dirige vers leur chambre, laissant Thomas seul avec ses calculs sordides et ses regrets tardifs. Pour la première fois depuis des années, elle dort sereine. Demain, une nouvelle vie commence. Thomas va-t-il accepter cette situation ou tenter une dernière manœuvre ? Comment Pierre et Margot vont-ils réagir face au refus catégorique d'Hélène ? 3 semaines après l'expulsion de Pierre et Margot, Hélène pousse la porte du centre de développement personnel de Montparnasse. L'atelier Femmes en transition accueille une dizaine de participantes, toutes venues chercher les clés d'un nouveau départ. L'animatrice, Sophie Mercier, psychologue spécialisée dans l'accompagnement post-divorce, guide ces femmes vers la reconstruction. Aujourd'hui, nous allons parler de révélation de soi. Combien d'entre vous cachent une partie importante de leur identité ? Hélène lève timidement la main. Autour d'elle, d'autres femmes partagent le même geste. Divorce difficile, violence conjugale, dépression masquée, chaque histoire résonne avec la sienne. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sent plus seule. Je m'appelle Hélène, et pendant 7 ans, j'ai caché ma fortune à mon mari pour être aimée pour moi-même. Les témoignages s'enchaînent. Martine, 52 ans, cachait sa passion pour la peinture à un mari qui trouvait l'art inutile. Céline, 40 ans, dissimulait un diplôme d'ingénieur pour ne pas humilier son compagnon ouvrier. Des vies tronquées par la peur du jugement,
par cette abnégation féminine qui finit toujours par se retourner contre elle. Sophie guide les discussions avec bienveillance. L'authenticité n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Quand nous nous trahissons nous-mêmes, nous invitons les autres à nous trahir également. Ces mots frappent Hélène comme une révélation. En cachant sa réussite, elle avait donné à Thomas la permission de la mépriser. Après l'atelier, Hélène flâne dans les rues du 6e arrondissement. Ses pas l'amènent naturellement vers les agences immobilières du boulevard Saint-Germain. Dans les vitrines, les annonces de propriétés luxueuses lui donnent une idée. Et si elle transformait sa fortune passive en activité épanouissante? Le hasard la conduit au café de Flore, où elle commande un thé Earl Grey en observant l'animation de la terrasse. C'est là qu'elle aperçoit Pierre, seul à une table d'angle, fixant mélancoliquement sa tasse de café refroidi. L'homme qui l'ignorait avec condescendance il y a un mois semble avoir vieilli de 10 ans. Margot l'a quitté 2 jours après l'expulsion, incapable de supporter leur déchéance sociale. Elle a rejoint un ancien amant fortuné à Monaco, abandonnant Pierre dans un studio meublé de Boulogne-Billancourt. Les amis bourgeois ont disparu avec le train de vie. Les invitations se sont taries, les relations professionnelles se sont refroidies. Hélène hésite, puis se dirige vers sa table. « Bonjour Pierre ». Il sursaute, gêné d'être surpris dans cette vulnérabilité. Son costume Armani a laissé place à un jean fatigué et un pullover banal. La chute sociale se lit dans ses détails vestimentaires. « Hélène, je voulais te présenter mes excuses. Pour cette soirée, pour Margot, pour tout. » Sa voix tremble légèrement. Cet homme qui la regardait de haut avec arrogance supplie maintenant son pardon avec humilité. J'étais aveuglée par Margot, par son besoin constant de briller socialement. Je me suis laissée entraîner dans ses mépris, ses jugements. Ce n'était pas moi. Hélène s'assoit face à lui, étudie ce visage marqué par 3 semaines d'épreuves. Pierre a toujours été le plus faible des 2 frères, influençable, en quête d'approbation. Margot l'avait façonné selon ses ambitions bourgeoises. Que fais-tu maintenant? Je cherche du travail. Ma boîte d'assurance m'a licenciée quand l'affaire a fait le tour du bureau. Les ragots vont vite dans notre milieu. L'ironie est cruelle. Pierre, qui vivait au-dessus de ses moyens grâce à la générosité discrète d'Hélène, se retrouve puni pour avoir mordu la main qui le nourrissait. J'ai un projet, Pierre. Une agence immobilière spécialisée dans le haut de gamme parisien. J'aurais besoin d'un associé qui connaît la clientèle aisée, leurs codes, leurs attentes. Pierre relève la tête, incrédule. Tu me proposes du travail? Après ce que nous t'avons fait, je te propose une seconde chance. À condition que tu acceptes de travailler avec la vraie Hélène, pas avec l'image que tu avais d'elle. Les yeux de Pierre se remplissent de larmes de reconnaissance. Cette générosité inattendue, cette main tendue après l'humiliation qu'il lui a fait subir, le bouleverse profondément. Pourquoi? Parce que tout le monde mérite de se racheter. Et parce que j'ai besoin de reconstruire ma vie avec des personnes qui me connaissent vraiment. 6 mois plus tard, l'agence immobilière Rousseau & Associés s'épanouit dans un élégant bureau du 8e arrondissement, face au parc Monceau. Les grandes baies vitrées offrent une vue apaisante sur les marronniers centenaires, symbole parfait de cette renaissance qu'Hélène a orchestrée avec une détermination silencieuse. Pierre, transformé par cette seconde chance inespérée, révèle des talents commerciaux insoupçonnés. Son expérience des codes bourgeois parisiens, autrefois utilisés pour l'exclusion sociale, devient un atout précieux pour rassurer une clientèle fortunée et exigeante. Il comprend leurs attentes non dites, leurs peurs cachées, leur véritable motivation derrière l'achat d'une propriété prestigieuse. Hélène découvre une passion authentique pour l'architecture et l'aménagement d'intérieur. Chaque visite de propriété devient une exploration artistique où elle imagine les vies possibles, les histoires futures qui se dérouleront entre ses murs. Sa sensibilité, longtemps réprimée par la nécessité de paraître modeste, s'épanouit enfin dans ce métier qui mélange esthétique et relations humaines. Leur premier succès arrive rapidement. Un appartement de 300 mètres carrés avenue Foch, vendu à un industriel toulousain en reconversion parisienne. Un hôtel particulier du 7e arrondissement, acquis par une famille d'ambassadeurs américains. Ces transactions prestigieuses établissent leur réputation naissante dans le microcosme immobilier parisien. Le voyage d'affaires à Lyon marque un tournant inattendu dans leurs relations professionnelles. Ils visitent ensemble un loft industriel reconverti dans le quartier de la Confluence,
propriété d'un client qui souhaite investir dans la capitale. L'après-midi pluvieux les contraint à partager un thé dans un salon cosy de la presqu'île lyonnaise. Pierre observe Hélène qui étudie les plans d'aménagement avec une concentration passionnée. Cette femme qu'il avait cataloguée comme une petite secrétaire effacée révèle une intelligence architecturale remarquable. Une vision esthétique raffinée qu'aucune formation académique n'aurait pu lui apporter. Tu sais, Hélène, j'ai toujours admiré ta force. Même quand Margot me montait contre toi, quelque chose en moi résistait. Cette confession spontanée, prononcée dans l'intimité feutrée du salon lyonnais, crée entre eux une complicité nouvelle. Pierre révèle combien Margot orchestrait leurs jugements sociaux, comment elle instrumentalisait sa faiblesse masculine pour asseoir ses propres complexes de classe. Le retour en train vers Paris les trouve silencieux, chacun digérant cette proximité émotionnelle inattendue. Hélène découvre chez Pierre une vulnérabilité touchante, une sensibilité artistique que son mariage bourgeois avait étouffée. Lui reconnaît en elle une femme accomplie qu'il n'avait jamais su voir. Pendant ce temps, à Paris, Thomas multiplie les manœuvres désespérées pour reconquérir sa femme. Il découvre que Véronique, informée de sa situation matrimoniale réelle, s'éloigne progressivement. Cette avocate calculatrice n'a aucune intention d'épouser un homme en instance de divorce avec une millionnaire. Son père, Normand, industriel pragmatique, lui a clairement fait comprendre que cette alliance devenait un mauvais calcul social. Thomas engage alors un détective privé pour surveiller les activités d'Hélène. Les rapports révèlent son succès professionnel grandissant, ses revenus immobiliers confortables, mais aussi cette complicité croissante avec Pierre qui l'inquiète au plus haut point. Perdre sa femme fortunée au profit de son propre frère représenterait l'humiliation suprême. Il décide de frapper là où cela fait mal. La réputation naissante de l'agence Rousseau & Associés. Thomas répand discrètement des rumeurs dans les cercles juridiques parisiens, suggérant que la fortune d'Hélène provient de sources douteuses, que ses biens immobiliers cachent des irrégularités fiscales. Ces insinuations, distillées avec l'habileté d'un avocat rompu aux manipulations procédurières, commencent à inquiéter certains clients fortunés. La première annulation de contrat arrive un mardi matin, puis une seconde le jeudi. Les doutes s'installent, les recommandations se tarissent. Hélène réalise que son ex-mari orchestre cette campagne de déstabilisation avec la méthode implacable qu'il réservait autrefois aux dossiers adverses. La crise éclate un vendredi matin de novembre. 3 clients fortunés annulent simultanément leur contrat avec l'agence Rousseau & Associés. L'ambassadeur américain, l'industriel toulousain et même la veuve d'un banquier suisse qui semblait pourtant conquise par un pantouse du 16e arrondissement. Hélène fixe les lettres de résiliation étalées sur son bureau. Chacune mentionne des doutes sur la provenance des fonds et des interrogations légitimes sur les pratiques commerciales. Le vocabulaire juridique précis trahit l'influence de Thomas dans cette campagne de déstabilisation orchestrée. Pierre entre dans le bureau, le visage sombre. Il vient de raccrocher avec leur banquier, Monsieur Delacroix, qui s'inquiète des rumeurs circulant dans les cercles financiers parisiens. Même leur crédit professionnel commence à être remis en question. Hélène, nous devons réagir. Thomas est en train de détruire tout ce que nous avons construit. Elle se lève, marche vers la fenêtre qui donne sur le parc Monceau. Les arbres dépouillés par l'automne ressemblent à des squelettes noirs contre le ciel gris. Cette métaphore de désolation correspond exactement à son état d'esprit. Il sait exactement où frapper. Après des années passées à mes côtés, il connaît mes faiblesses. Pierre s'approche d'elle, pose une main réconfortante sur son épaule. Ce geste simple, empreint de tendresse respectueuse, contraste avec la froideur calculatrice qu'elle a endurée pendant des années avec Thomas. Nous avons les preuves de la légitimité de ton héritage. Maître Dubois garde tous les documents originaux. Il suffit de rendre public l'historique complet de tes biens. L'idée germe lentement dans l'esprit d'Hélène. Une conférence de presse, une transparence totale sur sa fortune, une riposte frontale aux insinuations de son ex-mari. Risquée, mais nécessaire pour sauver leur entreprise naissante. Ils passent le week-end à préparer minutieusement leur contre-attaque. Maître Dubois fournit l'historique détaillé de l'héritage Rousseau, remontant jusqu'aux acquisitions immobilières de l'arrière-grand-père maternel d'Hélène dans les années 1920. Une lignée de propriétaires discrets mais parfaitement légaux. Le lundi suivant, la salle de presse de l'hôtel Georges V
accueille une trentaine de journalistes économiques et de représentants du secteur immobilier parisien. Hélène, élégante dans un tailleur noir sobre, prend place derrière le micro avec une assurance qu'elle a dû apprendre à force de coups. Mesdames et messieurs, je m'appelle Hélène Rousseau. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs malveillantes circulent sur l'origine de ma fortune et les pratiques de mon agence immobilière. Sa voix porte dans la salle silencieuse. Les journalistes, habitués au scandale financier parisien, tendent l'oreille vers ce qui pourrait devenir une affaire retentissante. Ces rumeurs sont orchestrées par mon ex-mari, Thomas Martin, avocat au barreau de Paris, dans le but de nuire à mon activité professionnelle dans le cadre de notre procédure de divorce. Hélène déroule méthodiquement l'historique de son héritage, les documents authentifiés, les déclarations fiscales irréprochables. Elle évoque aussi sa vie cachée de secrétaire modeste, cette abnégation qui l'a menée à dissimuler sa fortune par amour sincère. Pendant 7 ans, j'ai choisi de vivre simplement pour être aimée pour moi-même. Cette naïveté m'a coûté cher, mais elle prouve la sincérité de mes sentiments et l'honnêteté de ma fortune. L'émotion perce dans sa voix quand elle raconte l'humiliation publique chez Pierre, la trahison filmée, la découverte des messages secrets. Le public, touché par cette authenticité, commence à comprendre les véritables enjeux de cette guerre conjugale déguisée en scandale financier. Pierre, debout au fond de la salle, admire cette femme qui se bat avec une dignité bouleversante. Cette conférence de presse révèle une facette courageuse qu'ils découvrent jour après jour depuis qu'ils travaillent ensemble. Les questions des journalistes fusent, bienveillantes pour la plupart. L'histoire d'Hélène, cette ascension sociale discrète suivie d'une chute conjugale spectaculaire, passionne une opinion publique avide d'authenticité dans un monde de faux-semblants. Thomas, qui suit la conférence depuis son bureau d'avocat, réalise que sa stratégie s'effondre. Pire, elle se retourne contre lui. Sa réputation professionnelle va souffrir de cette exposition publique de ses manipulations privées. Le soir même, Pierre et Hélène célèbrent cette victoire médiatique dans un restaurant discret de Montmartre. L'atmosphère tamisée, les bougies vacillantes, la complicité née de cette épreuve partagée créent une intimité nouvelle entre eux. Merci de m'avoir soutenu, Pierre. Sans toi, je n'aurais jamais eu le courage. C'est moi qui te remercie, Hélène. Tu m'as donné une seconde chance que je ne méritais pas. Leurs regards se croisent par-dessus la table. Dans cette vulnérabilité partagée, quelque chose de profond se noue entre eux. Pierre se penche vers elle, et leurs lèvres se rejoignent dans un baiser tendre, porteur d'espoir et de reconstruction. 15 mois après cette conférence de presse qui a marqué un tournant décisif, Hélène contemple l'élégante façade du centre d'aide aux femmes qu'elle vient d'inaugurer dans le 11e arrondissement. Espace Renaissance accueille déjà une dizaine de femmes en difficulté conjugale, leur offrant logement temporaire, soutien juridique et accompagnement vers l'indépendance économique. L'agence Rousseau & Associés prospère au-delà de ses espérances initiales. La médiatisation de son histoire a paradoxalement renforcé sa crédibilité auprès d'une clientèle fortunée qui apprécie l'authenticité dans un milieu souvent superficiel. Pierre, devenu son associé à part entière, révèle chaque jour de nouveaux talents commerciaux tempérés par une sensibilité humaine que Margot avait longtemps étouffée. Leur relation amoureuse s'épanouit dans cette reconstruction mutuelle. Pas de passion dévorante ni de promesses grandioses, mais une tendresse profonde née de la compréhension de leurs blessures respectives. Pierre a appris à voir au-delà des apparences sociales. Hélène a retrouvé confiance en sa capacité d'aimer sans se renier. Ce matin d'inauguration, une surprise l'attend. Margot, amaigrie et vieillie par 18 mois de vie monégasque artificielle, se présente timidement à l'accueil du centre. Son riche protecteur l'a abandonnée pour une femme plus jeune, la laissant sans ressources dans un monde qu'elle ne connaît que par ses fastes. « Hélène, je ne sais pas si j'ai le droit... » Les mots peinent à sortir de ses lèvres. Cette femme qui l'avait humiliée publiquement se tient maintenant devant elle, fragile et repentante, demandant l'aide de celle qu'elle avait méprisée. « Margot, ici, toutes les femmes ont le droit de recommencer. » Cette générosité spontanée, cette absence de rancune face à son ancienne bourreau, bouleverse Margot, qui fond en larmes dans les bras d'Hélène. Le pardon n'efface pas le passé, mais il permet d'envisager un avenir apaisé. Thomas observe cette scène depuis le trottoir opposé, caché derrière une voiture garée.
Isolé professionnellement après l'exposition publique de ses manipulations, abandonné par Véronique qui a épousé un banquier suisse, il survit grâce aux missions juridiques ponctuelles que lui confient d'anciens collègues compatissants. Il voit Pierre arriver en taxi, rejoindre Hélène sur le perron du centre, l'embrasser tendrement avant d'entrer ensemble dans ce lieu qu'elle a créé pour aider d'autres femmes. Cette image de bonheur conjugal reconstruit lui serre le cœur, mais il n'a plus la force de lutter contre l'évidence de sa propre défaite. À 18h, Hélène prend la parole devant l'assistance réunie pour l'inauguration. Journalistes, élus locaux, représentants d'associations caritatives, et surtout ces femmes qu'elle accompagne vers leur renaissance personnelle. Il y a 2 ans, j'étais une femme brisée, humiliée publiquement, trahie par ceux que j'aimais. J'aurais pu choisir l'amertume et la vengeance. Sa voix porte dans la salle comble, claire et assurée. Cette femme qui tremblait autrefois au moindre regard des approbateurs rayonne aujourd'hui d'une confiance sereine. J'ai choisi la reconstruction. Pas seulement la mienne, mais celle de toutes les femmes qui traversent ces épreuves. Car la plus belle revanche, ce n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait du mal, c'est de créer du bonheur là où ils ont semé la souffrance. L'assistance applaudit chaleureusement. Pierre, debout au premier rang, admire cette femme extraordinaire qui a transformé sa douleur en force créatrice. À ses côtés, les pensionnaires du centre découvrent qu'il est possible de renaître de ses cendres avec dignité. Espace Renaissance n'est pas seulement un refuge temporaire, c'est un laboratoire d'indépendance féminine. Un lieu où nous apprenons que notre valeur ne dépend ni de notre compte en banque, ni de l'approbation masculine, mais de notre capacité à nous reconstruire ensemble. Hélène regarde Pierre dans l'assistance, puis ces femmes qu'elle aide désormais quotidiennement. Son sourire radieux illumine la salle. Cette joie authentique, cette sérénité conquise de haute lutte, représente sa véritable victoire. Dehors, Thomas s'éloigne définitivement. Hélène a trouvé sa voie, transformé ses cicatrices en lumière pour éclairer le chemin d'autres femmes vers leur propre renaissance. You're a little longer. Dang it! I was hoping you'd be out of the truck by now! No! Phoenix, I need you to come to the very edge of the truck for research purposes. Did it. I did. Dang it! That's so rude. I thought they were done ready to hiding lighter? in the truck. I'm done hunting. You can come out now. I'm done hunting. No shit. Run. Let's go. Get it? Did we get it? Did we get it? Did we get Let's it? go. We got it. Rude. Yeah, I got a whopping $100. Are you kidding me? Yep. Ugh. Wait, nope, not kidding you. Are you kidding me? Yep. Yes. 100 doll hairs. That's ridiculous. That's a lot of doll hairs, though. Not a lot of money. But but I it's a lot of was doll alive. I stayed alive. Oh, wow. I'm already up to level 10. Woohoo. Wow. Well, thank you for the game. You're welcome. Thanks for joining. Welcome. I'll be lurking. All right. Jeez. Had one of those. Do you in believe the in kitchen. Hold on. life after love? Mudge stick, lighters, Brucey. Okay. Brucey. Mudge stick. Only gonna buy one smudge stick. And oh no,
I didn't want that. I wanted that. Oh, Dude. freaking flip a duck. You do better. Well, there's one smudge. Do we want to do Ghost AI or Yeah. Need lighters. I bought the wrong thing. I can buy 2 lighters. I got whopping 12 doll hair. I have 5. It's, We have I all have 3 lighters. 4,197. Please tell me you're joking right Excuse now. me, say what? Please tell me you're joking me right now. Chad, what are you doing like that? Ah! Look. This place is a prison. Oh my All right. goodness gracious, and we're sitting over here wasting our every dollar. Mhm. Chad, would you ever so kindly add some things to the equipment? It would be greatly appreciated. I'm hearing it. All right. I just spent $1,000. Beautiful. You. I was done adding stuff. You were ready up, Chad. I've been ready up for 15 minutes. Oh my god. No. He was ready. Oh my god. No. I hate this. This place is a prison. Rip. Wait, did I really just... Where'd it go? Lighter? Canvas? Where did my dill go? Oh, it's... Hey. A claw a day keeps the doctors away. I don't think I've ever heard that. Now you have. Oh. I 100% What why door did I it just can. lock? I know. Oh. I sent a clip of the body freaking out and funny clips to Kinsey. W. That's the one. Yeah, the skeleton on that body is broken, and we have threatened Liam that he cannot fix it. It is a feature. It 4.0 in the or it's going up now. No, it's 3.8 in the dining room. Okay, that's probably it. 5.2. No, 3.8. It's over. It's more on. What the heck? Makes me crack up every time. Yeah, it's amazing.
that breaker. Breaker's back on. Okay. Painting? Nice. Oh, I didn't hear that. I didn't either. I We just can take a walked- picture of that for more money. Ghost just hit the Do we breaker have the again. camera in here? No, it's not. The breaker's still on. Okay, the light switch. We gotta let it cool down. Oh, we have UV. That's nice. We're the best. We're so good at this Shade game. Wraith or Thay. Did we bring a camera in here by chance? I'm getting it right now. Okay. So for a shade, Can't be freezing. we would need EVP. Can't be EMF5. For a Can't be Thay, position. it would Ghost be Orbs Laser EVP. Ghost Orbs Laser EVP. Hi, Twisted Macbeth. How are you, friend? Welcome in, Raiders. Hey, take some sanity. Twisted. Take some sanity, Me? Kinsey. Chad, you're still good. Sweet. Macbeth, how was your stream? Welcome in, Raiders. How was our games tonight? What were you playing? For those who may be new here, I'm Wayward. I'm a spooky streamer with a big focus in Phasmophobia, Severance, and the other side. Tonight we attempted the new Phasmophobia update, and we have now since switched over to Severance to end the night with. How was your stream? How did it go?